écoutez, j'ai un collaborateur, il est sérieux, et je corrigerai ses conclusions, a-t-il dit. Voilà. C'est à la fin de mon premier bulletin. 17 projets pour un barreau. Et puis c'est aussi la phrase « l'avocat est une conscience au service d'une confiance ». C'est une phrase mythique. Tous les avocats devraient l'avoir en mémoire. J'ai passé toute mon après-midi dans les coffres d'une banque à compter les pièces d'or. Voilà, cette salle pour moi, c'est ça. Avec ce grand cartel qui ne marche pas, mais qui pourrait marcher, il suffirait qu'on tourne la clé. Maître, vous avez très bien plaidé, et il ajoutait, vous avez plaidé comme un homme. Alors là, mon sourire s'est évanoui. Faites voir maître, il prend le code civil comme ça, il regarde à droite, il regarde à gauche, il dit « Maître, maître, si on arrachait la page ». Jusqu'à une petite porte que l'on ouvrira, et c'est vous qui le coucherez sur la table pour lui couper la tête. Et j'ai dit au jury, voyez-vous, ça je l'ai entendu à 65 ans, je l'entends encore. J'y suis. Voilà, vous voyez un homme heureux et content de vous avoir rencontré. Je m'appelle Claude Bruguès, j'ai prêté serment en 1966, j'ai fait valoir mes droits à la retraite en 2010, j'ai donc passé 44 ans d'activité professionnelle au barreau de Montpellier et je suis heureux aujourd'hui de vous rencontrer et de pouvoir le faire au sein de la Maison des avocats parce que lorsque je fus bâtonnier en 1991-1992, une des dernières actions de bâtonnier a été de signer ici, dans ces locaux, avec Georges Frêche, l'acquisition de cet immeuble qui était le siège du district et qui est devenu la Maison des avocats. Et ici, pour la première fois dans l'histoire des avocats, enfin, nous étions chez nous. Car la bibliothèque que vous connaissez au Palais de Justice, à la Cour d'appel, était un lieu concédé et mis à disposition des avocats, mais nous n'étions pas chez nous. Ici, on a pu installer les associations professionnelles qui gravitent autour de la profession d'avocat, les services de l'ordre, les services de la CARPA, les services de l'ENADEP, l'école des avocats. Et puis comme nous avons beaucoup grandi, cela a essaimé, le centre régional est allé dans d'autres murs. Donc être dans notre maison est pour moi un grand bonheur et de pouvoir vous la présenter. Une vie d'avocat se divise à la fois dans l'activité que l'avocat accomplit au service du client qu'il a choisi de défendre, du client ou de la cliente. Et puis il y a une vie de l'avocat, avocat dans la cité, certains font de la politique, certains ont des actions humanitaires très importantes. Et puis il y a ceux, et je préconise que c'est une des sources du bonheur pour les avocats et pour l'avocat qui le fait, de se mettre au service de sa profession. Et dès le départ, en 1971, le hasard a voulu que je participe à un congrès des très jeunes avocats, les avocats de moins de 40 ans, un congrès qui est puissant puisque la Fédération nationale des unions de jeunes avocats est une composante importante et une voix écoutée dans la profession. Je suis allé au congrès de Nice et j'ai découvert que l'on pouvait agir dans l'intérêt de sa profession. Et là, un petit virus est né. Je suis rentré au sein de l'organisation de la FNUJA. 8 ans plus tard, j'en étais le vice-président national. Et ensuite, j'ai eu d'autres mandats. Quand j'ai quitté la FNUJA, je suis devenu président de la CARPA de Montpellier. Puis, un peu plus tard, 8 ans après, mes confrères ont estimé utile et opportun que je sois élu dauphin, j'avais 45 ans, au moment où les avocats qui postulaient au bâtonnat avaient 20 ans de plus.
Mon adversaire avait 65 ans. Alors, en 1966, il y avait à Montpellier 66 avocats et 13 stagiaires. J'étais l'un des 13. Il y avait des commissions d'office pour le pénal toutes les semaines et il y avait des désignations d'office pour plaider des procédures pour les gens qui, à l'époque, n'avaient pas la possibilité d'accéder à la barre. Depuis, les choses ont changé. Il y a une indemnisation qui est faite des avocats. En 1966, il n'y en avait pas. Et le cursus logique d'un avocat était de commencer par aller au pénal. Aller au pénal, cela voulait dire que le mardi, le bâtonnier vous signait un bulletin, vous annoncez à 14h que le lendemain, mercredi, à 14h, l'audience correctionnelle, vous auriez à défendre un tel ou un tel. Et nous nous précipitions à ce moment-là à la maison d'arrêt qui était attenante à la cour d'appel. Nous allions voir rapidement notre client qui était incarcéré. On essayait d'accéder au dossier, des fois on avait des difficultés. Et puis on se trouvait lancé à l'audience avec un procureur, un tribunal. Le président du tribunal à cette époque-là était un ancien avocat. Et il était assez bienveillant. Il comprenait les difficultés qu'on pouvait avoir, mais parfois il s'impatientait. Et parmi les anecdotes dont je pourrais me souvenir, elles me viennent à l'esprit maintenant, quand il était fatigué d'avoir entendu un argument, bon ou mauvais, il faisait ceci. Ça ne voulait pas dire qu'il voulait vous couper la tête. Ça voulait dire que sa chemise le serrait un peu et que manifestement il fallait conclure. Et là, tous les avocats savaient qu'il fallait tout de suite sortir une phrase et s'arrêter là. Ils nous remerciaient, et puis il y avait les délibérés. Donc, un avocat commençait par faire du pénal. Il avait des petites procédures, il avait des divorces, des clients, des affaires de loyer. Le prud'homal était encore peu répandu. Et donc, grâce au pénal, on pouvait acquérir une aisance à la barre, et qui plus est, dès le premier jour, vous aviez quelque chose à défendre. Moi, j'ai prêté serment, j'avais 22 ans, et pendant 3 ans, j'ai eu à peu près quelque chose comme environ 700 procédures, dont certaines étaient très bénignes. Et ça vous permettait de vous aguerrir. Mon premier dossier, j'ai défendu un jeune homme qui avait été arrêté par la police à Clermont-Lérault pour avoir chassé par temps de neige et donc chassé par temps prohibé. Et ma première plaidoirie a été devant le juge des enfants, M. Fabre de Morlon, un homme bienveillant lui aussi. Et j'ai présenté des arguments pour expliquer qu'il avait chassé des grives, mais qu'il fallait être indulgent. Et puis rapidement après, 6 mois après, j'ai eu ma première affaire d'assises, où j'étais épaulé par un avocat chevronné. J'ai cherché, ce matin, j'ai trouvé d'ailleurs les extraits de presse sur cette affaire d'assises où nous avions eu, c'était un meurtre et une tentative de meurtre. La sanction était pour mon client de 3 ans. Il avait abattu l'amant de sa femme et il avait essayé de tuer sa femme. Dans ces temps-là, c'était un mari bafoué et on avait parfois de bons résultats. Je ne dirais pas qu'ils étaient dus à mon travail. La presse avait fait un petit écho sympathique, mais c'était surtout la présence du bâtonnier Guittard. Il devient bâtonnier beaucoup plus tard. Son portrait est derrière moi, sur le côté. Voilà comment commençaient les avocats. Et puis lorsque vous avez déjà quelques clients, moi j'ai eu le privilège d'être sollicité par un groupe d'hypermarchés qui est devenu extrêmement important, qui s'appelait Montlore. J'avais 24 ans. J'ai eu un gros dossier de grève, le premier dossier de grève. J'ai obtenu un très bon résultat, et pendant plus de 25 ans, jusqu'à ce que Montlore subisse une évolution et soit racheté par Carrefour après des difficultés financières, j'ai été leur avocat, donc j'ai fait beaucoup de contentieux prud'homal dans tout le sud de la France, puisque ces hypermarchés allaient de Saint-Jean-de-Luz à Toulon.
Et puis après, les choses ont évolué. J'ai plutôt fait du droit civil, droit des affaires. Et les 30 dernières années de mon activité ont été axées, parce que je l'ai voulu ainsi, sur un contentieux que je qualifierais de niche, mais qui est très important, qui est celui de la responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire que mon cabinet continue après moi, mes successeurs continuent à traiter cette clientèle, nous fûmes, et ils sont les avocats des notaires, de tous les notaires, les avocats, les avocats des huissiers, des experts comptables pour un certain nombre d'entre eux, et cette spécialisation a permis de trouver une reconnaissance administrative importante pour le cabinet. Or, le Conseil des prud'hommes siégeait la nuit, c'est-à-dire que les audiences se tenaient face à l'église Sainte-Anne, dans ce qui est maintenant le conservatoire de Montpellier, dans une pièce plus petite qu'ici, et comme les conseillers prud'hommes sont des conseillers patronaux et des conseillers salariés qui étaient bénévoles à l'époque, il n'y avait pas toutes ces indemnisations, les patrons ne voulaient pas perdre de temps, ils étaient commerçants, donc c'était à 20h qu'il y avait les audiences. Et les audiences pouvaient aller de 20h jusqu'à 1h du matin. Et cet avocat n'a pas souhaité aller à ces audiences-là, mais il a dit, écoutez, j'ai un collaborateur, il est sérieux, et je corrigerai ses conclusions, a-t-il dit. Donc, ils ont fait le test, le professeur de droit me connaissait comme étudiant en droit, et ça a marché, et ça s'est pérennisé. Et j'ai été élu parce que j'allais prendre des fonctions dans une des deux grandes périodes charnières de la profession d'avocat au XXe siècle. Il y a eu 1971 avec une loi importante, et c'est là où, chez les jeunes avocats, à la FNUJA, j'ai découvert la discussion, la mise en place de nouvelles règles. Objectivement, on a loupé notre coup en 1971, on n'a pas écouté les jeunes avocats. Nous aurions pu à ce moment-là faire la fusion entre les avoués près le tribunal, ce qui a été effectif, et les conseils juridiques. La profession n'a pas voulu. En 1991, on a 20 ans après rattrapé cette erreur, et pour cela, il fallait, ça s'est fait le 31 décembre 1991, qu'au cours de l'année 1992, on mette en place une nouvelle vie avec de nouveaux professionnels devenus avocats, et on s'est dénommé dans une période transitoire avocat-conseil, et du jour au lendemain, les 200 avocats qui étaient, dont j'étais le bâtonnier pour l'année 91, sont devenus 300 avocats, avocat-conseil. Aujourd'hui, on dit avocat tout court, parce que l'amalgame s'est parfaitement bien établi. Et ensuite, j'ai continué. À Paris, je suis allé, j'ai présidé dans une année charnière aussi, 95-96, l'Union nationale des caisses d'avocats. Et pendant mon mandat, il a fallu modifier considérablement la réglementation des avocats sur les maniements de fonds. J'ai été heureux d'avoir contribué à l'assainissement des maniements de fonds, à leur sécurisation. Et aujourd'hui, l'Union nationale des caisses d'avocats, l'UNCA, est un interlocuteur privilégié du ministère des Finances. On nous a confié la répartition des fonds d'aide juridictionnelle et nous sommes reconnus comme des interlocuteurs sérieux, dignes et responsables. Le bâtonnat, j'ai été élu parce qu'il fallait mettre en place une réforme qui n'était pas évidente et qui n'était peut-être pas admise par un certain nombre d'avocats. Donc je me suis astreint dès le premier jour à faire en sorte que nous puissions avoir une préparation à ce qui allait devenir le texte du 31 décembre 1991.
Une fois que le texte a été passé, j'ai été réélu parce que la loi a imposé que l'on revote. Et donc, je suis un bâtonnier qui a été élu 2 fois pour 2 années de bâtonnat. J'aurais pu faire une 3e année, du fait de ma 2e élection. Je ne l'ai pas souhaité, car j'ai amené ici un bulletin qui est la reprise de ce qui s'est passé un peu pendant le bâtonnat, et on peut y lire dès le premier jour, c'est-à-dire le 3 janvier 1991, le discours-programme que j'avais préparé, dans lequel j'indiquais ce que je souhaitais faire et comment je souhaitais le faire. Donc il y a eu cette mise en place de la fusion avocat-conseil juridique. Et ce fut un immense bonheur pour moi. Certains avocats sont venus me voir et m'ont suggéré de mettre en place une association loi de 1901 qui s'est appelée au départ Avocats sans frontières. Or, il y avait des réticences au sein du barreau. Ayant compris que Avocats sans frontières était une association qui allait faire le pendant avec l'Institut des droits de l'homme qui avait été créé 5 ou 6 ans auparavant, je me suis investi et j'ai fait en sorte que cette association soit portée sur les fonds baptismaux. Grâce à cela, nous avons pu être actifs par rapport aux conflits juridiques qui sont nés après la crise des Balkans, par rapport au génocide du Rwanda. Et l'un des avocats qui était porteur de cette idée, ils étaient essentiellement 2, c'était un cabinet, ils étaient tous les 2 associés. Ensuite, lorsqu'il a quitté le barreau, a été rejoindre à La Haye, à la Cour de justice européenne, les acteurs du tribunal pénal international pour les affaires du Liban. Et actuellement, il a pris sa retraite maintenant, c'est une autre avocate de Montpellier qui est allée prendre son poste. Autrement dit, cette association Avocats sans frontières a permis à un certain nombre d'avocats montpelliérains d'aller plaider dans les affaires du Rwanda et d'avoir une activité humanitaire judiciaire. Il m'a également été suggéré de porter sur les fonds baptismaux, alors un petit mot, Avocats sans frontières, nous nous sommes fait voler le titre qu'on n'avait pas protégé. Et les Belges s'en sont emparés quand ils ont vu que ça marchait. Donc nous nous sommes dénommés Juristes sans frontières. Dans les mêmes mois, la condition de l'enfant, de la maltraitance des enfants est apparue au grand jour, alors qu'hélas, elle remonte dans la nuit des temps. Et à Montpellier, avec mon appui et avec mon soutien, il y a eu la création de l'association Avocats pour l'enfant qui a un rôle conséquent et qui se développe. Avant mon bâtonnat, Montpellier a été désigné, et ça va nous amener sur un versant international, pour faire partie de ce qui s'appelait à l'époque les Grands Barreaux d'Europe. Alors, les Grands Barreaux d'Europe, c'était une association d'amis, bâtonniers des grands barreaux, Paris, Barcelone, Madrid, Londres, Munich, Berlin, les Italiens. Une trentaine de bâtonniers avaient pris l'habitude de se réunir avec leurs secrétaires généraux dans une ville européenne pour débattre de problèmes européens. Lorsque j'ai été élu, Montpellier venait d'être désigné, coopté. Et il s'est avéré que nous étions le plus petit des grands barreaux d'Europe. Montpellier avait à ce moment-là 200 avocats, il y en avait dans ces époques-là à peu près 5000 à Paris, et, où ils sont maintenant 38 000, et je me suis retrouvé à Vienne, en Autriche, et le débat qui s'est ouvert était un débat sur la publicité.
En 1991, les avocats français et les avocats du Sud, en particulier de Montpellier, n'auraient pas imaginé qu'un jour, ils pourraient sponsoriser, ils pourraient faire de la publicité, et il y avait donc un schisme possible entre les avocats anglo-saxons et les avocats du Sud. Il se trouve que j'ai pris part de manière active à ces débats, et au sortir de ces débats, des élections ont été organisées et je suis devenu secrétaire général de cette association parce qu'on a considéré que même si le barreau était petit, on avait peut-être des choses à faire valoir. J'avais notamment développé l'idée que pour pouvoir parvenir à un étiage compatible entre les avocats anglo-saxons et les avocats du sud de l'Europe, il fallait faire des écluses un peu comme Paul Riquet lorsqu'il a voulu faire en sorte que les eaux puissent être franchis malgré les paliers qui y étaient. C'est ce qu'on a fait, assez rapidement d'ailleurs, et puis la publicité est arrivée. Et à partir de là, nous nous sommes réunis tous les 2 mois. J'ai pris l'initiative, pour la première fois dans l'histoire du barreau, de faire sortir le barreau de Montpellier vers la cité. Je suis allé rencontrer M. Georges Frêche, qui était maire de Montpellier et qui venait d'inaugurer le quorum. Les avocats, nous faisions notre rentrée solennelle en général au mois de septembre. Ça se faisait en votre présence, la présence du préfet, quelques hauts magistrats, et 40 personnes étaient enfermées dans la salle de la bibliothèque que vous connaissez, à la cour d'appel. Un petit article dans Midi Libre, et puis la messe était dite. Je lui ai dit, je vous propose, si vous mettez à disposition le quorum, de faire venir une bonne quinzaine de bâtonniers européens, de faire venir des avocats en plus grand nombre, de faire venir des magistrats et d'ouvrir plus largement. Il m'a dit tout de suite, je suis entièrement d'accord. Et c'est peut-être à partir de là que le jour où j'irai le voir pour lui demander de faire l'acquisition du district, un lien s'était fait pour dire que l'on pouvait progresser. Et là, le 31 mai 1991, 500 invités avaient rempli la salle Pasteur du quorum. Sur le proscenium, il y avait le Conseil de l'Ordre, entouré d'une bonne vingtaine de bâtonniers européens, d'une bonne vingtaine de bâtonniers français, et nous avons pu permettre aux jeunes avocats de prononcer leur discours pour les lauréats, et aux bâtonniers de marquer un chemin sur ce qui allait advenir. C'était important, parce que l'année d'après, de 200, nous passions à 300, et nous avions tous nos amis conseils juridiques qui allaient arriver. Et donc j'ai jeté des ponts à cette occasion-là. L'opération ayant été particulièrement réussie, bien perçue dans la cité, et ayant eu un écho médiatique important, on a réitéré la chose à quelques jours près, à la même date, en 1992, et là aussi, le préfet, les députés, les gens se sont intéressés, et à partir de ce moment-là, la visibilité de l'ordre des avocats a été modifiée. J'observe, et c'est un élément de satisfaction, ça continue. C'est-à-dire que maintenant, les rentrées solennelles se font tous les 2 ans au quorum. Donc, c'est un bâtonnat dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. Élément particulier, j'ai quitté mon cabinet totalement pendant 2 ans. C'est-à-dire que du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, je n'ai vu aucun client, je ne suis pas allé à mon cabinet, je me suis consacré corps et âme à mon bâtonnat. C'est peut-être un des plus beaux moments de ma vie. C'est très difficile parce que, à l'âge où je suis parvenu maintenant, qui est l'âge des bilans, du recul, de l'analyse, en premier lieu, je penserai aux belles âmes que j'ai croisées. J'ai une pensée pour Sœur Emmanuelle, une femme merveilleuse, issue du milieu nobiliaire belge, qui est allée consacrer sa vie en Égypte essentiellement, et a aidé à éduquer les jeunes kérotes qui étaient sans famille. Sœur Emmanuelle était un personnage charismatique,
Et elle criait « Yallah ! Allons-y !» Femme merveilleuse qui imposait le respect. La même année, les avocats ont reçu Yehudi Menuhin, un immense musicien, un violoniste de génie, chef d'orchestre, et j'avais été marqué par le fait que cet homme qui était juif, dont la famille avait été persécutée pendant la Shoah, dès après la fin du deuxième conflit mondial, n'avait pas hésité à graver ce qui pour moi est peut-être la plus belle version du concerto pour violon de Beethoven, avec William Furtwängler, dont, peut-être à tort, peut-être à raison, les sentiments pro-nazis avaient pu être perçus comme tels. Il avait reçu des sanctions, je crois, et il y avait une preuve. Eh bien, Yehudi Menuhin n'avait pas hésité à aller graver avec lui. C'était en 1954, et je dis, c'est une belle âme. Oh, on pourrait... Abraham Sarfati, qui fut le parrain de l'association Juristes sans frontières, qui sortait des prisons de Hassan II, qui avait passé 18 ans dans les prisons de Hassan II, et qui est venu nous tenir des propos sans rancœur, sans haine, avec humanité. Il nous a donné, le jour où on a signé ces statuts, une leçon de dignité exceptionnelle. Ça, c'est important. Et puis après, il y a des choses dont c'est le service que l'on peut rendre dans le secret et la confidence du bureau du bâtonnier à des avocats qui parfois sont plus âgés que vous, des avocats avec lesquels vous pouvez ne pas avoir eu une forte empathie, et vous vous apercevez que vous pouvez les aider. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur. Au bilan, plutôt qu'un souvenir, une réussite, une gloriole, une décoration, ce qui compte, c'est l'âme apaisée qu'on peut avoir et qu'on se dit « Oh, finalement, j'aurais peut-être pu faire mieux, c'est évident. Mais ce que j'ai fait est déjà en train de s'effacer. Qui sait à Montpellier que la maison des avocats a été achetée par le bâtonnier Bruguès? Qui sait que l'association Juristes sans frontières a été portée par la volonté de quelques-uns, dont lui-même, ou l'avocat et l'enfant? Qui se souvient que les premières rentrées ont eu lieu au quorum? Par contre, beaucoup de conseils juridiques continuent à me porter une profonde affection parce qu'ils ont compris que j'avais voulu faire cette fusion pour laquelle j'avais été élu par mes confrères. Il faut se battre jusqu'au bout des ongles, avec dignité, avec conscience, pour essayer de faire triompher la cause qui est la vôtre. Et parfois, il y a des petites pousses qui sortent après, et elles poussent très tard. Ça peut être 5 ans ou 10 ans après, on vient vous voir parce qu'une petite graine était née un peu plus tôt, graine de sympathie, graine d'humanité, graine d'arrogance dans certains cas, tout est possible, car le comportement humain dépend de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment, vous savez ce que je dis, et vous ne savez pas ce que je pense, et qui est bien entendu extrêmement positif dès lors que vous vous intéressez à la vie des avocats, et plus modestement aujourd'hui à la mienne. Je dirais aux jeunes avocats, premièrement, la vie, et je le pense profondément, est un immense privilège. Et c'est un privilège dont on ne peut jouir, dont on ne peut user, dont on ne peut utiliser tous les avantages que dans le quotidien. Ce que nous faisons maintenant est essentiel dans l'instant, pour vous parce que vous avez voulu le faire, pour moi parce qu'il peut me permettre de passer un témoin et de laisser une trace. Donc, je dirais déjà à ce jeune avocat, ce que tu fais aujourd'hui, au quotidien, tu le réfléchis, tu le fais de manière intense, comme si c'était pratiquement, non pas ton dernier jour, mais quelque chose d'essentiel. Ensuite, et ce sont des grands principes qu'on peut appliquer pour tout le monde, je lui dirai, hier, tu as regardé le match de football, et qu'est-ce qui fait un bon footballeur? Des bons muscles, un bon entraînement et de la volonté.
C'est pareil pour un avocat. Les muscles de l'avocat, c'est surtout ce qu'il peut avoir dans son cerveau. Qu'il soit musclé, c'est encore meilleur, bien entendu. Mais ça veut donc dire en clair que l'avocat doit avoir fait ses humanités à la faculté le plus sérieusement possible. Ça veut dire que s'il se lance dans la défense de quelqu'un, il ne doit pas le faire s'il n'a pas les connaissances intellectuelles pour le faire. S'il ne les a pas et s'il veut le faire, qu'il se mette à travailler, qu'il fasse des spécialisations, qu'il fasse des stages et qu'il se muscle à ce niveau-là. Et derrière tout ça, il y a la volonté. Trivialement, on dit souvent, voilà quelqu'un qui a la niaque, dans le milieu en tout cas. Avoir la niaque, qu'est-ce que c'est ? C'est vouloir faire quelque chose pour pouvoir aider le dossier, pour pouvoir donner le bon conseil. Et je suis intimement convaincu que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas les bonnes et les mauvaises périodes. En 1966, apparemment, économiquement, c'était une bonne période parce que nous étions au sein des 30 Glorieuses. Mais pour autant, dans les mauvaises périodes, il y a toujours des gens qui sortent du lot. Ce sont ceux qui font un travail sérieux, qui le font avec conscience. Et le viatique, pour les jeunes avocats maintenant, ils le trouvent, et là je suis très très sérieux, et si cela devait apparaître ringard aux yeux ou aux oreilles de quelqu'un, je dis, cette ringardise est la démonstration que vous n'êtes pas adapté à la profession d'avocat. Qu'est-ce que c'est ? C'est le serment de l'avocat. Ce n'est pas celui que j'ai prêté, moi, qui n'était pas le même. Mais le serment de l'avocat, que depuis 1991, il avait déjà été modifié par Badinter dans les années 86, c'est de dire que l'on va exercer la profession d'avocat avec conscience. La conscience de ce que l'on va faire, la conscience qui vous guide à ne faire que des choses qui correspondent à une bonne éthique. La dignité, c'est peut-être ce qui manque le plus en ce moment dans notre société. La dignité, c'est respecter son contradicteur, respecter son adversaire, respecter son apparence, son attitude, avoir une tenue vestimentaire, avoir un langage approprié au travail que vous êtes en train de faire, paraître digne aux yeux des magistrats, aux yeux des clients, aux yeux de l'adversaire, aux yeux de l'administration. Conscience, dignité, l'indépendance, cela veut dire que, non pas d'aller crier indépendance, autonomie, non. C'est être indépendance par rapport à des groupes de pression financiers. Indépendance par rapport à des groupes de pression sectarisés. Indépendance par rapport à la magistrature. Indépendance par rapport à la coupe professionnelle qui peut exister par rapport au barreau, dans le respect des règles du barreau. C'est-à-dire que l'on soit libre de sa pensée, de son jugement. Et après, il y a 2 vertus complémentaires, puisque le serment est constitué de 5 vertus. Celui-là, j'en ai fait ma règle de conduite, c'est la probité. La probité, c'est le fait de ne pas demander à quelqu'un ce qu'il ne peut pas vous donner. De ne pas faire quelque chose dans votre intérêt personnel, parce que vous allez pouvoir avoir un honoraire qu'on pourra vous donner, parce que l'État pourra vous donner une indemnisation, agir en homme probe. Et le dernier, il est universel, il est pour tous les êtres humains, hommes et femmes, c'est l'humanité, ne pas perdre de vue. Et si un jeune avocat peut trouver dans ce serment des lignes de conduite, je suis intimement convaincu qu'il, comme disait Rudyard Kipling, tu seras un homme, mon fils, ou ma fille. Si c'était à refaire, je le referais. Peut-être que je corrigerais un peu de fougue ou un peu d'allant dû à la jeunesse, mais et si c'était là que se trouvait la force, peut-être de sortir du lot, pourquoi pas. Comme je n'appartenais pas à ce sérail, j'ai envié pendant, vous voyez que l'émotion perd un peu
C'est une force et une faiblesse de mon personnage, je suis très sensible. Et m'étant senti accueilli dans ce métier, j'ai souhaité qu'un jour ma descendance puisse aller vers le barreau. Satisfaction énorme pour moi, ma fille aînée est devenue avocate et a prêté serment au barreau de Paris il y a plus de 20 ans maintenant. Elle y fait un très beau parcours, membre du Conseil de l'Ordre. Et ma deuxième fille a fait des études d'expertise comptable et lorsqu'elle est venue me rejoindre pour m'aider dans la gestion de mon cabinet après mon bâtonnat, elle a fait l'école de l'ENADEP, qui est une belle école pour permettre à des secrétaires ou à des impétrants experts comptables de découvrir la cléricature d'avocat qui est essentielle. Et là, j'ai été heureux. Et puis si Dieu m'honore de sa grâce, je rêverais qu'un de mes petits-enfants puisse être avocat. Je crois qu'il y en a un que peut-être. Son papa est aussi avocat, car ma deuxième fille a épousé un avocat. Voilà, vous voyez un homme heureux et content de vous avoir rencontré.